Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur VB24. L'hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable représente un des leviers d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. On s'intéresse à cette source d'énergie ce 22 octobre, Journée mondiale de l'énergie. Un fruit de l'arbre, c'est le titre d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Son auteur, Sira Yvette Padonou-Seke, c'est un livre autobiographique qui se veut une thérapie pour les familles. Le harcèlement sexuel constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité humaine. L'Institut national de la femme veut identifier et réduire les risques liés au harcèlement sexuel sous toutes ses formes. Ce 22 octobre est dédié au secteur de l'énergie. 1,5 milliard d'habitants de la planète sur les 7 milliards qui la peuplent sont encore privés d'électricité. Ces chiffres posent un réel défi de coordination des actions entre les pays avancés et pays en voie de développement. La Journée mondiale de l'énergie rappelle un des enjeux majeurs de demain qui est de pouvoir offrir l'énergie au plus grand nombre d'habitants du globe. Il est difficile de parler aujourd'hui du secteur de l'énergie sans aborder la question cruciale de l'écologie et du développement durable. Produire de l'énergie, oui, mais dans quelles conditions? Les énergies renouvelables sont des sources d'énergie propres. Elles ne polluent pas et n'ont pas d'impact sur l'environnement. C'est le cas de l'hydrogène vert, produit principalement par électrolyse de l'eau à partir d'électricité renouvelable. Il représente un des leviers d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Reportage. Produit de l'hydrogène vert grâce à la lumière. Les chercheurs s'y attellent depuis plusieurs décennies. Cette technologie, produite de façon industrielle autrefois, permet aujourd'hui de transformer l'énergie issue du soleil en un carburant inodore, incolore, ne rejetant aucun polluant dans l'atmosphère. Mais l'innovation de la production de l'hydrogène, qui est un puissant vecteur énergétique aujourd'hui à l'aide des énergies renouvelables, se fait de manière plus douce, en ce sens que cela ne génère pas du CO2, ça ne pollue pas l'environnement. Et c'est un vecteur énergétique qui a une très forte capacité énergétique. Par exemple, 1 kg d'hydrogène, ça fournit plus de 3 fois l'équivalent d'énergie d'un kilogramme d'essence, par exemple. De l'eau et de la lumière, ce sont les sources nécessaires aux chercheurs de l'Institut des sciences chimiques de Rennes pour produire de l'hydrogène. Contrairement à d'autres scientifiques qui utilisent les panneaux solaires pour convertir la lumière en électricité, ils ont opté pour un système plus simple. Plusieurs techniques ont cependant été développées pour produire ce carburant. D'après les chercheurs, les matériaux utilisés pour l'instant sont trop coûteux pour rendre la technique viable. L'enjeu est donc d'obtenir un rendement important avec des matériaux à bas prix. Les recherches se poursuivent dans les pays développés. Certains donnent l'horizon 2025, d'autres donnent l'horizon 2028 pour qu'on puisse renverser la tendance, c'est-à-dire qu'on produit l'hydrogène avec les panneaux solaires ou les éoliennes de façon à un prix de revient tellement bas que lorsque nous alimentons les voitures, les camions, les bus et les avions, on puisse être confortable sur le plan de la viabilité financière et puis la viabilité environnementale. Tout comme l'Allemagne, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore la France, de nombreux pays investissent massivement dans l'hydrogène vert afin d'accélérer leur transition énergétique et réduire la pollution liée au transport. Les analystes affirment que l'hydrogène vert va constituer 25% de la demande énergétique mondiale en 2050. En Afrique, le Maroc fait partie des pays à fort potentiel pour la production de l'hydrogène vert. Le pays pourrait couvrir d'ici 2030 2 à 4% des besoins mondiaux en carburant et combustibles produits à partir de l'hydrogène vert.
Allons à présent à la découverte d'un fruit de l'arbre. Loin des espaces verts et des vergers, il s'agit d'un nouvel opus qui vient enrichir l'univers littéraire et livresque du Bénin. Un fruit de l'arbre, c'est le titre de cet ouvrage autobiographique écrit par Sira Seke, un livre qui raconte le parcours de l'auteur et se veut une thérapie pour les familles. Reportage. Un mélange de mots et d'images pour partager l'exaltation d'une fille à son père, son astre lumineux. Cet opus aura mis 18 ans pour être pondu. Tout a commencé en 2003 avec quelques mots inspirés par une douleur. Je peux vous rassurer qu'au départ, ce n'était pas un livre que j'écrivais, c'était juste une thérapie par l'écriture. Je voudrais juste accoucher ma douleur sur un papier. Et donc, c'est la perte de mon papa qui m'a poussé à commencer à poser les premières lignes de cet ouvrage. Un fruit de l'âme qui est juste une ode au père, valoriser ou rehausser l'image paternelle, une ode à la mère, une ode à la famille. Une célébration de la famille contenue dans 9 chapitres, 9 parties qui couvrent le segment de la vie de l'auteur depuis sa naissance en 1977 au décès de son père en 2003. L'ouvrage dépeint l'importance de l'amour d'un parent dans la construction de la personnalité de l'enfant. Et donc ce livre est une invite à tout lecteur à vraiment laisser de côté ce côté obscur que nous développons dans nos familles qui amène vraiment, qui fait passer de l'amour à la haine viscérale. Nous devons vraiment nous aimer et peu importe les événements dans nos familles, nous devons nous rendre compte que ce sont de ces événements douloureux que nous devons puiser nos forces pour tenir debout et pour porter un bon témoignage à nos familles et toutes les familles du monde. Est-ce que sans oxygène on peut vivre ? Si vous pouvez vivre sans oxygène, vous pouvez vivre sans amour. À peine voit-il le jour que cette célébration de l'amour et des valeurs familiales est aussitôt admirée de plusieurs. Bien qu'il y ait des coups bas, la famille est quelque chose d'important. Pour nous les musulmans, on dit de ne jamais détruire les liens familiaux. Je dis, ce n'est pas seulement un fruit dans l'arbre, mais c'est un bon et un beau fruit de l'arbre. La leçon à tirer ici pour la jeunesse, c'est que rien n'est facile, mais à force de travail, à force de courage et de persévérance, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Et grâce à l'amour, je pense qu'on peut, un temps soit peu, trouver des raisons de se battre pour continuer à trouver du sens à cette vie, à ce monde qui est devenu très dur et très concurrentiel. Par ce premier ouvrage de ses mains, Sira Seke veut marquer ainsi le début d'une aventure dans l'univers livresque. Plusieurs autres ouvrages vont voir le jour, toujours avec pour mot-clé l'amour. La lutte contre l'exploitation, les abus sexuels et contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, une priorité absolue pour l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Cette structure publique entend s'investir fortement contre toutes les formes de violence basées sur le genre, notamment contre le harcèlement sexuel dans les zones urbaines, comme en milieu rural. Huguette Boupé-Yankadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, nous édifie. On l'écoute. La question du harcèlement sexuel n'est pas une question régionale, elle n'est pas une question géographique. Elle est vraiment une question sociale, si je puis ainsi dire. C'est une question sociale liée aussi aux stéréotypes, aux idées que l'on se fait de ce que, il n'y a pas d'égalité en tant que telle entre un homme et une femme. Dites-vous bien que s'il y a un poste à trouver quelque part, surtout particulièrement en zone rurale, où donc les administrations, les entreprises ne sont pas nombreuses, vous vous imaginez bien que quand l'une de ces entreprises est installée et que tout le monde court pour y trouver du travail, je vous laisse imaginer ce à quoi les jeunes femmes elles peuvent être confrontées. Déjà, en milieu urbain, ça se dit presque pas, ça se dit très très peu. Alors, à plus forte raison en zone rurale, on n'en entend pas parler, mais ça existe même abondamment. L'Institut a bel et bien l'intention de procéder à un état des lieux, où nous allons voir quelle est la prévalence
de tel et tel phénomène lié au sexe sur toute l'étendue du territoire. Il y a des études qui ont été faites, il faut les compléter, on va les faire. Certainement qu'en milieu rural, on va trouver peut-être des environnements favorables au harcèlement sexuel qui sont peut-être différents des environnements favorables en milieu urbain. On va peut-être trouver même des causes aggravantes, mais il faut faire une cartographie de ce phénomène jusque dans les zones rurales pour pouvoir accorder une protection égale aux femmes rurales que celle qu'on apporte aujourd'hui aux femmes urbaines. Nos lois sont des lois nationales et c'est notre devoir d'aller informer, y compris dans les zones rurales, que tel comportement est répréhensible. Dans la suite de ce journal, Émile Azokpota nous propose un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Réduit de moitié l'usage de pesticides de 20%, celui des engrais est baissé de 50%, les antibiotiques pour les animaux d'élevage. Voilà quelques-uns des objectifs de la stratégie agricole européenne de la ferme de la Fourchette, validée par le Parlement européen ce mercredi. Elle vise à augmenter la part de terres cultivées en agriculture biologique et lutter contre le gaspillage alimentaire. Mieux soigner les enfants atteints du sida en Afrique avec les médicaments de dernière génération, adaptés à leur âge et à coût réduit. C'est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé OMS, avec la livraison cette semaine dans 6 pays du continent de la première formulation générique pédiatrique du dolutegravir, un médicament que l'on administre désormais en première intention contre le sida. Cette livraison a été coordonnée par United, un partenaire hébergé par l'Organisation mondiale de la santé et qui s'emploie à généraliser l'accès aux soins contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans les pays pauvres. Santé toujours, pionnier en matière de vaccination contre le Covid-19, Israël est en train de surmonter la 4e vague sans avoir eu recours au confinement. La situation épidémique dans le pays est en nette amélioration. Et pourtant, l'été dernier, les autorités sanitaires redoutaient le pire. Bien qu'une très large partie de la population soit vaccinée contre le Covid-19, la propagation du variant Delta explose et inquiète. Mais malgré les risques sanitaires, le nouveau gouvernement israélien promet de ne pas paralyser le pays avec un nouveau confinement qui mettrait en péril l'économie. Une stratégie est mise en place. Triple vaccination et dépistage sont déployés à grande échelle. Réchauffement climatique pour finir, l'ONU sonne l'alerte sur la production d'énergie fossile. À 2 semaines de la COP26, les prévisions de production d'énergie fossile restent incompatibles avec l'objectif fixé de limiter à 1,5 degré Celsius la hausse des températures. Les Nations Unies préviennent aussi que le réchauffement climatique pourrait affecter jusqu'à 118 millions d'Africains d'ici 2030. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, il faudrait baisser fortement la production mondiale d'énergie fossile pour espérer atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique fixé en 2015 par l'accord de Paris. Parlant toujours du réchauffement climatique, les pays africains souhaitent la mise en place d'un nouveau système de suivi des financements climatiques des pays riches. Ces derniers estiment avoir atteint 70% de l'objectif annuel de 100 milliards de dollars, soit environ 56 000 milliards de francs CFA. En 2019, les financements étaient de 79 milliards de dollars, soit environ 42 000 milliards de francs CFA selon les données récentes publiées par l'Organisation de coopération et de développement. Les pays africains prévoient de faire pression pour que le financement climatique soit multiplié par 10 d'ici 2030.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.